Bonsoir. Les pluies diluviennes ont recommencé à tomber sur Abidjan. Cette année, 25 000 personnes seront déguerpies dans les zones à risque pour tenter d'éviter des drames comme les années précédentes. Quelles sont les mesures prises en tout cas pour la réussite de cette opération? Eh bien, c'est le thème de notre petit débat. Et ce soir, il sera question de la place de la littérature et de la promotion des acteurs culturels dans notre pays. Pour en parler, nous serons en compagnie de M. Tibur Tourvi. Il est enseignant, journaliste, musicien, écrivain et lauréat du Grand Prix national Bernard Dadier de littérature. Qui sait, analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, nous sommes très heureux comme tous les soirs d'être en votre compagnie. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Et si vous êtes là depuis le début, merci de choisir Live TV. Autour de cette table, il y a de magnifiques dames que je vous présente de ce pas et de cette bouche. Il y a la très belle Rayana Assi. Bonsoir Rayana, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien et toi? Très, très, très bien, merci. Quand je vous vois avec ce sourire, ce magnifique sourire, je ne peux qu'être un homme heureux. Waouh! Tu es de bonne humeur en tout cas, ça se voit. C'est très très bien, c'est très très bien. Merci beaucoup de le remarquer. Madame Bleu, oh, la magnifique et sublime Madame Bleu, de son regard si perçant, de son silence si assourdissant et de ses mots si doux, nous regarde. Oh, le regard. Bonsoir Madame Bleu. Bonsoir Brice, bravo. Merci. Pour ces mots. On dirait un slam. Merci. Oui, c'est une corde... J'aurais pu commencer, mais bon, je crois qu'on me dira à la réelle de « Oh femme, toi, mon père aimé, mon père à moi, toi qui me fais bondir sur tes genoux comme un chamois. » D'après Maurice Carême. Faut restituer à l'auteur ces paroles. D'après Maurice Carême, quand même. Bon, je pourrais dire des choses de vous, monsieur Lisée Bouloubeu, mais je dis simplement que vous faites partie des personnes de mon cœur qui ont une place de choix. Merci en tout cas pour ce bel hommage. Ça me va droit au cœur. Eh bien, je pourrais dire aussi que cette appréciation est partagée. Vous faites partie aussi de ceux-là qui ont une place de choix dans mon cœur. Oh là là, des belles déclarations, ce soir. Oui. Bon. Entre hommes. Je crois qu'on va partir au petit débat. Je le disais tout à l'heure, 25 000 personnes, environ 25 000 personnes seront déguerpies cette année pour tenter d'éviter les sinistres en cette période de pluie diluvienne. Comment cela va-t-il se faire? On en parle maintenant. Alors, c'est une opération pour sauver ma vie. Je quitte les quartiers à risque, lancée par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, ainsi que la salubrité, donc dirigée par M. Boaké Fofana. Opération lancée donc le vendredi 27 mai 2022. C'est à l'auditorium de la Primature. Démarrage effectif de l'opération prévue pour le 5 juin 2022. Alors, constat, c'est vrai qu'on est à Abidjan, il y a la saison des pluies et malheureusement, cette saison-là fait des victimes parce qu'il y a des personnes qui se retrouvent dans des zones à risque. Oui, et c'est plus de 54 sites donc dans le district, rien que dans le district d'Abidjan qui ont été identifiés comme des zones à risque. Quand on parle de zones à risque, on parle de zones soit susceptibles d'être fortement inondées, on parle aussi de sortes de caniveaux, on parle de risques d'écroulement même des fondations des maisons et bien d'autres risques qu'on peut voir parfois quand on parle de sinistres. Donc c'est plus de 25 000 personnes qui sont appelées. Donc à partir, après, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de mesures qui sont mises en place pour mener à bien cette opération de déguerpissement, mais on verra ensemble que c'est pas forcément, il n'y a pas forcément d'accompagnement quant au dédommagement. J'en parle directement parce que oui, c'était ma plus grosse crainte quand on en avait parlé sur ce plateau avec notre invité la dernière fois. Ouais, grande crainte. Grande crainte. Surtout la question à se poser, c'est vrai qu'on a des sites qui sont identifiés. Il y a des mises en demeure qui ont été distribuées donc, à l'occasion de cette opération. Mais moi, je me pose la question de la pertinence de l'action, alors qu'on est en plein déjà dans la saison... C'est la question du timing. Du timing. On est en plein déjà dans la saison des pluies. On a déjà eu malheureusement des dégâts. On a même eu des pertes en vies humaines. Et c'est maintenant qu'on va faire ces opérations de déguerpissement, où ces populations vont aller, comment elles seront relocalisées. Ça ne laisse pas beaucoup de temps en tout cas. Bien sûr, ça ne laisse pas beaucoup de temps, alors qu'on a eu tout le début de l'année et même
le 4e trimestre de l'année 2021 pour pouvoir procéder à ces mises en demeure et pour pouvoir procéder à ces opérations de déguerpissement et de relocalisation. Mais là, où est-ce que ces personnes vont aller, sachant que nous sommes déjà en situation d'alerte concernant la saison des pluies? Monsieur Boulougbe, 25 000 personnes à déplacer, ça fait un mouvement. Ça fait Hein. beaucoup. Oui, ça fait extrêmement beau, ça fait extrêmement nombreux. 25 000 personnes, c'est pour peut-être ceux qui ne se feraient pas une image, c'est un peu la capacité du stade Félix Houphouët-Boigny. Voilà, donc plein. Voilà, toutes ces personnes-là qui doivent être déplacées, c'est une logistique assez dense. Où est-ce qu'elles partiront? C'est des questions qui restent posées. J'entends bien... Est-ce qu'on a des réponses? Est-ce qu'on a des éléments de réponse concernant ces questions? Non, à ce niveau le ministre de l'hydraulique, de la salubrité et de l'assainissement a été assez formel. À ce niveau, le gouvernement n'a rien prévu pour relocaliser qui que ce soit. Ils ont estimé que pour eux, il était important de les faire partie de cette zone parce que c'est une zone qui était à risque et dans laquelle, si ces personnes-là restaient, en tout cas, et que la pluie arrivait, au péril de leur vie. Donc, ils ont fait un choix qui peut être très douloureux à l'entendre, mais qui, de deux mots, comme on le dit, est le moindre mal. Qui sont ces personnes? C'est ces personnes qui ont choisi de vivre dans ces endroits. Pourquoi elles vivent dans ces endroits-là alors qu'à la base, elles savent, au regard, je veux dire, face à la récurrence des situations qu'elles ont vécues, que ce sont des zones mais à ce niveau, Brice, il ne faut pas qu'on fasse un amalgame. Hein. Je vous ai rebaptisé, excusez-moi. Non, il ne faut pas qu'on fasse un amalgame. Voilà. Il y a, comme l'a évoqué le ministre lui-même, il y a des personnes, par exemple, qui, elles, ont colonisé ces zones-là, je dirais, de façon illégale. Mais il y a certaines personnes qui ont eu des ACD. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des ACD, qui disposent des ACD. Que ce sont des zones à risque. Et donc, qui vivent là. Or, l'ACD, on sait que c'est l'administration publique qui l'octroie. Donc, ça dit quelque part, il y a eu une faille dans le système à un certain moment. Il y a toujours des failles. Et c'est là, justement, que moi, je trouve que la mesure est peut-être un peu draconienne. Parce que pour ceux peut-être qui se sont illégalement installés, on peut prétexter que ça n'a pas été fait selon les normes. Donc, ça s'explique, l'État est dans son droit. Mais pour quelqu'un qui aurait reçu un ACD et qui se serait installé à la suite de l'ACD, je crois qu'on ne peut pas demander à cette personne-là de partir comme ça, manu militari, sans vraiment une mesure d'accompagnement. Parce que quelque part, le préjudice qu'il subit, il le doit d'une manière ou d'une autre un peu à l'administration publique. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose aussi à revoir à ce niveau-là. Et en plus, je vais m'aligner avec Edith parce que c'est vrai qu'elle parlait de timing et c'est l'une des réalités parmi plusieurs. On fait face à beaucoup de réalités. On a des personnes qui vont s'installer dans des zones à risque. Pas parce qu'elles ont le choix aussi, parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens d'aller ailleurs. On a des personnes qui n'ont peut-être pas de famille. Donc quand on parle d'une sorte de relocalisation sans accompagner derrière, sans dédommager, à quoi est-ce qu'on s'attend? Où est-ce qu'on s'attend à ce que ces personnes aillent? En même temps, on parle de timing, mais je lis également qu'il y a eu des mises en demeure qui ont été lancées. Donc ces personnes-là n'apprennent pas sur place. Oui, mais on a 4 000 mises en demeure qui ont été lancées, mais on s'attend à ce que 25 000 personnes 4 000 mises en demeure ont été distribuées à l'occasion de cette opération. Oui, mais c'est 4 000 mises en demeure contre 25 personnes qui sont 25 000 personnes qui sont censées déguerpir. Donc déjà là, on a un problème de logique. Et sur le timing, on va rester sur le timing. En fait, c'est une belle initiative, mais qui n'a pas été pensée assez tôt et qui n'épouse pas finalement toutes les réalités. Donc finalement, on se retrouve avec une initiative qui vient, oui, peut-être sauver des vies, mais qui va créer d'autres problèmes. Parce qu'en termes de relocalisation, où est-ce qu'on s'attend à ce que les 25 000 personnes aillent s'installer? Non, c'est ça, l'anticipation. Je veux dire, c'est pas ça. Non, mais bon, quand on parle de 4 000 mises en demeure, je rectifie, 4 000 mises en demeure, vous dire, vous, dans votre maison, on vous envoie une mise en demeure pour votre maison, je suppose que vous dans votre maison, vous êtes une dizaine de personnes. Non, multiplié par les 4 000, autour de 40 000 environ. Et puis, c'est vrai, on parle de sauver des vies et c'est normal, c'est important. Il faut que les personnes qui sont dans ces situations, dans ces endroits à risque, puissent être protégées. C'est le devoir régalien de l'État de prendre des mesures pour protéger les populations. Et pour ça, oui, on est d'accord. Mais que ça se fasse dans des périodes sèches, lorsqu'il n'y a pas de pluie. Parce que si en plus, on leur demande de partir, donc on les déguerpit sans mesure de relocalisation ou de dédommagement, où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont rester sous la pluie? En plus, on est dans une situation où on parle de la vie chère. On parle de la vie chère où il est de plus en plus difficile de trouver un logement. Demain, le 5 juin. C'est compliqué. Oui, mais si les mises en demeure ont été adressées depuis le mois d'octobre, par exemple, vous dire,
je vois très mal le gouvernement en train d'envoyer une mise en demeure en début de mois de juillet pour dire aux gens il faut quitter ces zones-là. Je ne sais pas si ça c'est ce qui a été fait. Mais l'opération en elle-même, elle il devait y a démarrer déjà le un 9 manque de mai. cohérence Oui. quand l'opération en elle-même est censée officiellement démarrer le 5 juin, sachant qu'on est déjà dans la Non, saison elle devait des démarrer pluies. même le 9 mai. Sachant qu'on normalement. est déjà dans la saison des pluies. Donc finalement, quand on demande à ces personnes de partir, on leur donne pas forcément de délai assez long. On leur dit il faut partir maintenant. Non, en fait, je pense que peut-être que Rana n'a pas bien saisi ce que Brice voulait dire. Brice dit peut-être que la mise en demeure est parvenue il y a des mois en arrière, mais les gens n'ont pas jugé utile de bouger. Mais là, aujourd'hui, on est dans le feu de l'action, c'est-à-dire là, on est en pleine saison et on voit effectivement le danger imminent qui est là. Donc, l'État se sent obligé de prendre un certain nombre de dispositions. Moi, je comprends l'attitude des gouvernants de dire qu'entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Je préfère faire sortir quelqu'un d'une situation où il y a des risques de perte de vie, On est d'accord. au moins lui donner peut-être la latitude de souffrir en cherchant de quoi manger, peut-être sur 2-3 jours. Peut-être avec la solidarité des Ivoiriens, il pourrait être relocalisé, plutôt que de le laisser là sous prétexte que non, on n'a pas d'endroit où partir, et puis demain, on Non, apprend on que est c'est un d'accord, drame. on Donc est sur cette d'accord sur le base-là, principe, le hein. gouvernement, il regarde et puis il fait un choix. Ça peut être douloureux, mais c'est pour l'instant, comme je le dis, de deux mots, on choisit le moindre mal. Mais là aussi où je pense qu'il y a matière à écouter ce que mes deux consoeurs disent, c'est déjà le timing, comme je le dis. Je crois que c'est des opérations, il faut L'anticipation. déjà, je me rappelle de l'inondation en 2018-2019, ce que ça avait causé comme dégâts en Côte d'Ivoire, avec près de 19 à 20 morts, je crois. Ça avait été vraiment le désastre, ça avait été terrible. Donc aujourd'hui, nous tous, on est unanimes à reconnaître que c'est des périodes qui sont des périodes critiques. Chaque année, Faut pas on a ces qu'on mêmes attende difficultés, on a qu'on ces soit mêmes problèmes. vraiment dans une période critique, qu'on soit dans un roche pour pouvoir agir. Quand c'est comme ça, on a l'impression, même quand bien l'action qu'on est en train de mener a pour but de sauver des vies, mais parfois, c'est parce que les gens voient. Les gens voient qu'on est en train de demander à des gens de partir alors qu'il pleut, alors qu'on est dans une saison. Donc je pense que aussi à ce niveau-là, il y a peut-être matière à revoir sur la nécessité Mais de après ce ces personnes timing-là. disent, comme il y a eu, ça a été le cas pour d'autres situations, ces personnes disent, vous nous demandez de partir, mais vous ne trouvez pas un endroit où partir. Inquiétude des personnes qui sont sur place. C'est Quand légitime, on sait, oui. Mais quand on sait aussi que certaines personnes, en venant s'installer là, savaient bien que c'était des zones où il ne fallait pas habiter et que c'était des zones à risque, bah forcément, vous ne demandez pas en même temps au gouvernement de leur trouver des places en leur disant, non, nous sommes venus nous installer illégalement, mais on veut partir, mais trouvez-nous un endroit pour pouvoir... Les campagnes sur les installations illégales dans ces zones à risque ont démarré depuis bien longtemps. Donc je pense que ces personnes sont censées avoir la responsabilité. Vous imaginez que les de 25 000 leurs personnes actes. qui sont là-bas sont dans des situations où elles avaient raison d'être Non, là? pas forcément. Alors, on n'a pas forcément le chiffre, donc le ratio entre les personnes qui sont installées légalement et les personnes qui ne le sont pas. Ce que nous, on est en train de dire, c'est que derrière, il faudrait quand même qu'il y ait des mesures qui soient prévues dans le calendrier de ce ministère qui met en place cette action pour accompagner les personnes qui se sont installées légalement et qui disposent, ce dont il parlait, les ACD ou d'autres papiers formels qui disent que ces personnes ont le droit d'être là et qui sont décernés par l'État de Côte d'Ivoire. Et là, c'est de la responsabilité de l'État de prévoir des mesures d'accompagnement. Mais là, dans le cas précis, on est juste sur l'opération sans aucune mesure d'accompagnement pour personne. C'est ce qu'on décrit. Après c'est vrai qu'on n'a pas tous les éléments. Donc, on parle de 4000 mises en demeure qui ont été distribuées. La date de distribution de ces mises en demeure, peut-être que ça a été fait en 2021, peut-être que ça a été fait en 2020. On n'a pas de précision sur ces mises en demeure. Mais je pense que ce déguerpissement en pleine saison des pluies met en lumière aussi le problème de logement à Abidjan. Mais ça met en Et dans lumière le le grand problème de Abidjan, logement, oui, ça bien fait sûr. surtout le problème aussi de tout le monde a envie d'être à À Abidjan, voilà, où on se marche dessus, on se marche sur les pieds, alors qu'on a la possibilité, et encore on revient sur ce point, de mettre en place une opération de décentralisation. décentralisation, oui. On revient encore sur ça, de décentralisation. On parle de logements sociaux, on voit des chiffres de 10 000, 20 000 à 30 000 logements sociaux. Où sont ces logements sociaux? Comment ils sont mis en Répartis, place, ouais. répartis? Est-ce que les populations démunies peuvent avoir accès à ces logements sociaux? Est-ce qu'il n'y a pas matière à pouvoir désenclaver Abidjan en développant d'autres zones? On voit que le grand Abidjan, donc avec des zones comme saturé. Songon, Est saturé. est déjà même en train d'être saturé, Bingerville et tout. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à créer des incitations pour amener les populations à peut-être s'installer dans des villes de l'intérieur, par exemple? Parce que Abidjan est saturé. C'est ça. Ok, moi j'entends tout ce qui se dit et puis on est tous unanimes hein, que de toute façon les pouvoirs publics ont une part de responsabilité dans tout ce qui est en train d'être fait. Mais moi je voudrais surtout m'adresser aussi aux citoyens, à nos concitoyens. Parce que moi je pense qu'il y a une question de responsabilité qu'il faut avoir de part et d'autre. C'est important. Il ne faut pas aujourd'hui qu'on soit
tout le temps en train de dire que les gouvernants doivent, Mais nous, en tant que citoyens, on n'a notre part de responsabilité. Quand je vais me mettre dans un endroit qui est un endroit qui présente de véritables risques mortels, même je dirais, pour moi et ma famille, et qu'on vienne me dire qu'il faut que je parte. Mais je pense que moi-même, avant que les pouvoirs publics ne viennent, mais je pense que pour que je puisse demain en train de faire mon petit boulot, ou bien en train de chercher mon gagne-pain, il faut bien que je sois en vie. Mais si je suis dans une situation même où il y a un risque véritable de ne pas être en vie, je crois qu'il y a quand même une responsabilité de notre part. Aujourd'hui, on le voit, hein, il y a des gens qui vont s'installer, même quand les autorités ou bien les pouvoirs publics ou bien la municipalité viennent dire non, ça, on ne peut pas rester ici et tout ça. On voit une levée de bouclier général. C'est-à-dire qu'on se met en association, on se met en groupe, non, c'est notre patrimoine, il faut qu'on le défende. Alors qu'on sait pertinemment qu'il y a de réels risques. Parce qu'on ne prend pas des décisions. Les gouvernants, ils sont dans une dynamique aussi de gérer. Mais justement, il y a des situations, hein, pour résumer ce que dit M. Boulougbe, il y a eu des situations où on a voulu déguerpir des populations pour pouvoir construire un supermarché. Tout le monde a dit non, c'est pas normal. Mais là, dans le cadre on est en situation d'urgence. On est en situation d'urgence. C'est ça. C'est vous dire que si aujourd'hui le gouvernement dit bon, allez, c'est pas grave, vous restez, vous faites ce que vous voulez, mais en cas de risque, mais c'est encore une fois le gouvernement qui sera indexé. Ce que je veux dire, c'est que c'est une belle initiative qui est à saluer parce qu'Élysée décrit justement qu'il fallait bien faire un choix. Mais finalement, une fois qu'on a fait le choix, c'est comme Edith dit, c'est l'anticipation. Le choix, il faut le faire bien avant. Il faut avoir un calendrier. C'est pas en saison des pluies qu'on déguerpit des populations. Il faut prendre des mesures. On n'a pas besoin de déguerpir les populations. Les populations sont là, elles savent qu'elles sont dans une situation à risque. Le gouvernement n'a même pas besoin de les déguerpir. Non, mais là, on est arrivé à un stade où le gouvernement doit faire sa part. Si les responsabilités citoyennes ne sont pas respectées, le gouvernement a un rôle à jouer. Donc, il ne peut que jouer son rôle. Ce qu'on dit, c'est que ce rôle est bien joué, mais il faudrait que ce rôle soit plus pensé, déjà à l'avance, mais avec des mesures d'accompagnement, parce qu'on sait que pour certaines de ces personnes, elles n'auvent nulle part où aller. Et pour certaines de ces ont personnes, elles ont eu l'autorisation. Elles ont eu l'autorisation. Pour certaines, et justement, c'est ça qui est difficile. C'est là où il y a le problème, parce que si certaines de ces personnes ont eu quand même des documents venant du ministère de la Construction, donc des ACD, qui les autorisaient à pouvoir s'installer, à pouvoir construire dans un bas-fond ou bien sur une pente, il y a problème. C'est ça, exactement. En tout cas, l'opération, son nom en dit long, pour sauver ma vie, je quitte les quartiers à risque, comme disait M. Boulougbe. Il faut sauver des vies en ce moment. C'est vrai que on estime et on espère que ces personnes qui sont... Parce qu'évidemment, on ne décide pas d'habiter dans ces zones-là quand on a les moyens de pouvoir avoir des duplex. C'est pas par choix, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, mais s'il y a un choix à faire, c'est de sauver sa vie. Et je pense que c'est pour ça qu'on C'est de sauver sa vie, mais je vais réitérer encore une fois, c'est anticiper. Ça ne se fait, à mon avis, franchement, ça ne se fait pas en saison des pluies. Au moment où les personnes sont dans les difficultés, ça pouvait se faire au moins. Mais là, vous êtes dans le passé. Au 4e trimestre de 2021. Oui, on est en situation en urgence. Je suis totalement d'accord. Pour qu'on puisse revendiquer, pour qu'on puisse dire qu'on a le droit ou bien qu'on a été spolié dans nos droits, si je me permets, il faut être en vie. Chaque année, ça se reproduit. Donc, on a la possibilité encore d'anticiper et d'éviter d'avoir à faire cette opération en pleine saison des pluies en 2023. Donc, on revient au fait que c'est une question de responsabilité partagée. C'est ça. Le plaidoyer d'Edith est entendu. Hein, ça, je pense que nous tous nous sommes d'accord avec ton plaidoyer, mais pour l'heure, on est dans une situation d'urgence. Il faut qu'on trouve des alternatives pour que les vies soient sauvées. N'oublions pas qu'il y a des familles, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des personnes qui sont démunies pour la plupart. Il ne faudrait pas l'oublier. Je pense que le ministère de la Solidarité va peut-être intervenir à un moment donné dans cette action de décapissement. Pour que ces familles-là puissent revendiquer, il faut qu'elles soient en vie. Parce que c'est ça qui est le plus important pour nous. La vie est la plus importante. Elle est plus importante. Alors, si votre vie est menacée, s'il vous plaît, et que vous êtes dans une zone qui menace votre vie, s'il vous plaît, partez de là et après, réfléchissons ensemble aux alternatives, aux solutions pour pouvoir vous accompagner, nous accompagner. Ce serait bien même de rappeler les zones. Hein. J'ai vu Bracody au niveau du pont piéton, Atekoubé, donc Agban, Atié, Mosikro, Anyama, Abbé, Broukwa, Abobo, Koulecha. Il y a plein d'autres zones, voilà, on le voit sur... Parce que souvent, cette campagne est importante parce qu'il y a même des parties des populations qui ne savent même pas qu'elles sont dans des zones à risque. Elles vivent là Cocody, Akwedo, Jacques Prévert, Laurier 9 et 15. Bon, voilà. En tout cas, toute notre compassion, hein, justement, aussi aux personnes qui se retrouvent dans des situations difficiles à cause de tout ça. Mais bon, à un moment donné, comme on a dit, ce qu'il faut sauver, c'est la vie. Notre revue entendue pour la suite. Le Luvu
entendu du jour nous vient de la une du journal L'Inter. Dans sa parution du mardi, aujourd'hui, Afi se lâche. Ce n'est pas parce que je veux le dialogue que je roule pour Ouattara. Il faut qu'on organise le retour de Blé Couté. Voilà, on va retenir la première partie donc de la séquence. Ce n'est pas parce que je veux le dialogue que je roule pour Ouattara. Quelqu'un aurait dit... Je pense que c'est un ras-le-bol. Hein. Ouais. Depuis plusieurs années déjà, je vais rentrer les pieds dans le plat. Les partisans de Laurent Gbagbo lui reprochent une certaine accointance avec le président de la République, avec le RHDP tout court. Et à un moment donné, peut-être qu'il en a marre d'entendre ce refrain qui revient à chaque fois, alors qu'il parle de dialogue, alors qu'il est pour le dialogue depuis le début. Voilà. Il est sorti de prison. Bien sûr. Il était en prison avant. Oui. Il est sorti de prison. On l'a vu dans l'avion présidentiel pour le Ghana, pour des raisons de solidarité Bien de sûr. Yako. Oui, de Yako. Après, on l'a vu rencontrer le chef de l'État. Toujours pour le dialogue. Toujours pour le dialogue. On l'entend plus. Enfin, on va s'arrêter là. Pour ces questions, parce qu'on m'a signalé pendant que j'y suis, qu'on dit on l'entend plus, on m'a dit il est en tournée, donc je l'ai entendu dans ma tête. Il était présent également au dialogue politique avec les autres partis de l'opposition. Oui. Et je pense qu'il a fait également une remarque. Hein. Il est pour le dialogue. Il est pour le dialogue et il s'étonne de voir que même ceux qui ont participé au dialogue politique, on pourrait même peut-être les indexer en disant qu'ils sont peut-être proches du parti au pouvoir. Donc voilà, à un moment donné, je pense que c'est... Non, au-delà de ce ras-le-bol, moi je pense que ce qu'il exprime, c'est une volonté quand même que les mentalités changent. Parce que si on parle de dialogue, si on parle de réconciliation, il faut aussi arrêter en fait d'indexer les gens qui essaient justement d'être dans cette optique de dialogue. Il explique tout simplement, il le dit, si j'avais envie de rouler pour le RHDP, je serais au RHDP. Parce que c'est un peu ce que ses propos disent. Quand on roule pour quelqu'un, on est dans la même voiture que cette personne. Lui, il est dans son parti politique. Le même avion. Non, lui il est dans son parti politique. Moi, ce que je lis à travers cette phrase, c'est juste de dire... Oui, mais bon, vous êtes d'accord avec moi qu'on peut être dans son parti politique. Et puis en plus, dans son propos, il n'est pas fermé. Il n'est pas fermé à pouvoir intégrer, à ce que son parti intègre le RHDP. Il n'est pas fermé du tout. Ce que moi je lis dans ces lignes, c'est que tout simplement, c'est que quand on est pour le dialogue, on n'est pas forcément en train de rouler pour le parti au pouvoir. Chaque parti a sa stratégie. Si sa stratégie, c'est d'être l'ami de ceux qui sont au pouvoir pour se bâtir quelque chose, ben, ça ne veut pas dire qu'ils roulent forcément pour eux. Bon, parce que dans la tête des autres qui se disent être dans l'opposition, bien sûr, qui ne sont pas RHDP, ne pas être RHDP sous-entend par exemple qu'il faut les taper dessus tous les matins. Justement, et c'est une mentalité qui doit changer si on veut rester dans une optique, dans une dynamique de réconciliation. Après, c'est le jeu politique, pas forcément. Oui, c'est le jeu politique, Edith, mais on sait très bien comment les gens réfléchissent. Pour les gens, quand on est de l'opposition, on tape sur l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Je vous ai pas entendu, Élisée. Moi, je pense que pour ceux qui observent l'actualité politique en Côte d'Ivoire, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître M. Afi N'Guessan a eu trop tôt raison. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux mêmes qui l'ont taxé de discuter, de dialoguer, ils sont où aujourd'hui? Tout le monde est autour de la table. Ils sont pour les dialoguer. On a le dialogue politique, tout le monde s'est mis autour de la table. Personne n'était exclu du dialogue politique, excepté M. Blé Goudé qui, lui, pour des raisons que nous tous on sait, n'était pas autour de la table, ni M. Soro Guillaume, mais pratiquement tout le monde était autour de la table. Et aujourd'hui, moi, ça a été toujours ma ligne. Je pense que tout peut se régler avec le dialogue. On a plus ou moins tenté, à mon sens, toutes les expériences politiques possibles en Côte d'Ivoire. On est allé de la belligérance aux accointances, aux juxtapositions. Vraiment, tous les schémas ont été expérimentés. On est tous arrivés à la conclusion qu'il faut qu'on se parle. Et quand on se parle, on trouve des solutions. Donc, le fait de dialoguer, de discuter, je pense même que l'une des personnes qui aujourd'hui s'est présentée comme le chantre du dialogue, même reste M. Laurent Gbagbo, qui a toujours dit que je suis... Asseyons-nous et discutons. Donc, je crois qu'on ne peut pas taxer Afi d'avoir fait autre chose que ce que Gbagbo a toujours dit. Non, parce que lors d'une... J'imagine, moi, lors d'une réunion des autres, en train de se dire, mais Afi est devenu trop gentil quand même avec les gars du RHDP. Non, mais c'est vrai qu'après, il faut le reconnaître. Je parle du PPACI qui était le FPI. Après, tout ce qu'on sait de la période de crise post-électorale avec
les violences qui ont eu lieu et voilà, les griefs qu'ils peuvent avoir contre le parti au pouvoir, le fait de voir un de leurs anciens membres avoir ses accointances ou être proche parce qu'il y a un dialogue peut susciter forcément ce genre d'interrogation. Après, c'est pas interdit de toute façon d'avoir ce genre d'interrogation. Selon laquelle l'ennemi de ton ennemi pourrait être ton ami, parce qu'on sait qu'en ce moment, le FPI et le PPACI ne sont pas en odeur de sainteté. Donc, est-ce que cette discorde-là ne rapprocherait pas M. Afi du... Non, mais à ce niveau-là, soyons très clairs. M. Afi n'est pas passé par le dos de la cuillère pour le dire. Il dit le jour où il estimera nécessaire de faire une alliance avec le RHP, il le fera. Il est ouvert, la porte est ouverte. Il n'a même pas caché à qui il a déjà fait une déclaration dans ce sens-là. Donc ça, c'est même pas quelque chose qui est caché. Ça, tout le monde le sait. Il a dit ouvertement s'il juge nécessaire de faire une alliance et n'exclut même pas cette possibilité. Oui, il a bien précisé, l'objectif est de pouvoir exister, survivre en tant que parti. Mais et je pense qu'on le verra mais pour c'est là où je dis, c'est là où je dis, ça reste un parti politique avec ses stratégies. Et si sa stratégie demande d'être l'ami du pouvoir pour pouvoir exister, pour pouvoir survivre comme il le dit, ben il le fera. Mais ça reste une stratégie de son parti politique. Non, pas forcément l'ami du pouvoir, mais avoir juste un accord stratégique avec eux, tout simplement. Mais moi, je comprends. Bon, pour l'instant, la seule motivation de M. Pascal Affi-N'Guessan, il dit, c'est la recherche du dialogue et de la paix. Voilà. Je recherche le dialogue. Seul, on ne sait pas. Ah oui, c'est ce qui est juste. Et je pense que c'est ce qu'il a toujours défendu jusque-là. Hein. Il est resté vraiment constant et logique. Ça, au moins, il faut que le lui reconnaître, en fait. Très bien. En tout cas, nous, on a bien noté, on a noté la recherche du dialogue pour M. Affi-N'Guessan. Bon, on n'allait pas partir à la pause sans que nous souhaitions, parce qu'on l'a fait pour d'autres, un joyeux anniversaire au président du PPACI, à M. Laurent Gbagbo. Joyeux anniversaire à vous. Vous avez 77 ans aujourd'hui. Eh bien, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà. De la part de Live TV. Voilà. Joyeux anniversaire, président Laurent Gbagbo. Voilà. Il disait... Réna, vous êtes la seule à ne l'avoir pas dit. Hein. Joyeux anniversaire. Voilà. Bon, Monsieur le Président, joyeux anniversaire et comme cadeau d'anniversaire, c'est une invitation à être certainement sur notre plateau ou peut-être nous-mêmes à nous déplacer pour vous rendre visite et vous expliquer que vous êtes aussi un Ivoirien et on vous porte dans nos cœurs. Cher à nos cœurs. On vous souhaite la santé, on vous souhaite une longue vie, on vous souhaite la paix dans votre cœur. De retour sur le plateau du Live Talk pour la deuxième partie de notre rendez-vous. Eh bien, cette deuxième partie nous permet de recevoir avec beaucoup d'honneur notre invité. Vous saurez qui? C'est avec un plaisir, mais non dissimulé, et puis beaucoup d'honneur que nous recevons M. Tiburce Kofi. Il est enseignant, journaliste, musicien, écrivain et surtout lauréat du Grand Prix national Bernard Dadier de littérature au dernier salon du livre d'Abidjan. Bonsoir M. Tiburce Kofi, comment allez-vous? Bonsoir monsieur. On est très heureux, je vous l'ai dit, de vous recevoir sur ce plateau. Ah oui, moi aussi je suis heureux que vous soyez heureux. Alors je disais, vous avez remporté donc le Grand Prix Bernard Dadier de littérature. Comment vous accueillez cette distinction? Bien sûr, avec plaisir. Je n'ai jamais estimé que c'était un malheur qui m'était arrivé. Non, mais alors pas du tout. C'est une consécration et on est toujours content quand même d'être consacré. Vous savez, les écrivains, les artistes et les hommes politiques se ressemblent. Ils aiment tous les honneurs, ils aiment tous être gratifiés, ils aiment qu'on dise qu'ils sont les meilleurs, parce qu'on aime ces choses-là. Mais dans le fond, ça ne représente pas grand-chose. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est le travail qu'on fait, c'est la passion qu'on y met, c'est la perfection qu'on recherche. Les prix ont leur prix, comme disait Jean-Marie Diaffi. Les prix ont leur prix. Les prix ont leur prix. Maintenant, que vaut mon prix à moi, bon, je ne sais pas. Vous avez refusé la récompense, l'enveloppe d'1 million. Et vous avez fait la une des médias. Qu'est-ce qui a justifié ce refus? Alors que les prix ont leur prix. Les prix ont leur prix. Qu'est-ce qui a justifié ce refus? Non, j'estime que ce prix ne vaut pas mon prix. Voilà. Et que vaut votre prix alors? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pas ça. Moi, en disant, écoutez, ce n'est pas tellement pour de l'argent. Je vous ai déjà expliqué.
j'ai eu à faire ce coup de gueule que je regrette un peu parce que M. Bernard Diadi est un homme calme. Il n'aimait pas les crier. Et que je sois son cri et puis qu'il y ait un coup de gueule, ça m'a gêné. Plus tard, ça m'a gêné un peu. Mais j'ai fait ce coup de gueule pour attirer l'attention des organisateurs sur la qualité de l'écrivain qu'ils ont consacré. Je le répète, on ne peut pas dire qu'on consacre l'écrivain. On lui rend hommage. Et puis la clôture, pendant 3 heures, il n'a pas droit à la parole. C'est comme si je n'existais pas. Pas du tout. C'est la première fois que j'étais ahuri, c'est la première fois que je voyais ça. J'ai fait des salons du livre à travers le monde. Partout, lorsqu'un écrivain est consacré, le dernier mot du salon lui revient. Il prononce le discours d'anthologie qui demeure, qui reste dans les mémoires, dans les annales de l'histoire. Je suis le seul écrivain au monde consacré qui n'a pas eu droit à la parole. Renseignement pris, qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme explication? Les organisateurs Non, je n'ai pas eu affaire à eux, ils ne m'ont rien dit, mais je pense qu'ils étaient fatigués. Je pense qu'il y a eu beaucoup de fatigue. Je pense qu'il y a eu un manque de réflexe. Je ne sais pas. Un oubli involontaire. Oui, un oubli. C'est quand même fâcheux. Non, pas d'oublier. C'est quand même fâcheux. Monsieur Tibus, je pense qu'on vous offre là une agréable occasion de dire ce que vous aurez voulu dire et qu'on ne vous a pas permis de dire. Est-ce que vous pouvez nous le dire? Ah non, en règle générale, c'est un discours sur le métier. Je suis un écrivain. Qu'est-ce que c'est un écrivain? Pourquoi est-ce que vous choisissez d'être écrivain? Pourquoi je suis devenu écrivain? Et qu'est-ce que je dis dans mes textes? Quels sont les rêves, quels sont les fantasmes, les obsessions qui m'habitent et que je projette dans mes livres pour qu'on me connaisse davantage? C'est cela le discours de l'écrivain lorsqu'il est consacré. Lisez le discours de Soyinka lorsqu'il est fait prix Nobel. Oui, mais c'est délicieux. J'ai relu encore récemment Albert Camus lorsqu'il est fait prix Nobel. Mais c'est génial quand on lit ces choses-là. J'aurais bien voulu gratifier ce discours, ce public d'un tel discours sur le livre. Vous posiez plusieurs questions, mais j'aimerais que vous répondiez à celle de pourquoi est-ce que vous avez décidé d'être écrivain? Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'être écrivain? Ah, là, ça devient maintenant autre chose. Oui, parce que je suis un malade. Je suis un gros malade. Beaucoup de médecins disent que je suis hypochondriaque. Je suis hypochondriaque. Mais voilà, je suis malade. Et mon maître Zadi me disait, Tibu, j'écris pour soigner mes ulcères. Oui, j'ai compris qu'il avait raison. Vous parlez bien de Zadi Zaourou? Oui, j'écris moi aussi pour soigner mes ulcères. J'ai écrit pour soigner mes maladies, pour soigner mon hypertension et toutes ces maladies intérieures qui me dévorent l'âme. Vous savez, les artistes comme nous, les écrivains, les intellectuels, ne sont pas des hommes heureux. La plupart du temps, nous sommes des gens un peu malheureux quand même. Torturés? Torturés parce qu'on aurait voulu voir le monde différemment de ce qu'il est. On pense que le monde mérite d'être plus beau que ça. En tout créateur, surtout en tout écrivain, gît toujours l'âme d'un révolté. Camus a écrit L'homme révolté. Oui, je suis un homme révolté, comme tout écrivain. Mais justement, à ce propos, vous êtes journaliste, vous êtes musicien, vous êtes écrivain, vous avez 3 canaux au moins d'expression. Et j'ai envie de dire, c'est pas suffisant finalement. Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Je vais vous faire une confidence, c'est même plus une confidence. Je fais aussi la peinture. Très bien. Donc vous êtes un artiste pluridimensionnel. On va actualiser. Un artiste pluridimensionnel. Je ne suis pas peintre, hein. Je dis ça que je suis peintre, Mathilde Moreau va se fâcher. Je suis un gribouilleur. La directrice des Beaux-Arts. D'ailleurs, maintenant, j'ai commencé à mettre sur mes tableaux le gribouilleur. Je réclame mon droit au gribouillage. Je ne suis pas un peintre, voilà. Donc vous avez 4 canaux au moins d'expression. D'expression. Et c'est pas suffisant pour soigner. Je ne sais pas, je n'ai jamais compté. D'accord. Je n'ai jamais compté. Je suis un produit de l'univers de la culture et des arts. Et vous êtes un artiste. Qu'est-ce que vous pensez le plus. Qu'est-ce que vous pensez que vous apportez à la culture? Mais c'est à vous de dire ce que j'apporte à la culture. Mais qu'est-ce que vous pensez apporter? Quelqu'un de mon âge, à 67 ans, j'ai au moins une vingtaine de publications. J'ai des prix à travers le monde. J'étais Grand Prix RFI face à 3000 candidats du monde entier. Qu'est-ce que j'apporte à la culture? C'est à vous de le dire. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez pu changer quelque chose? Je suis scénariste, je suis enseignant, je suis nouvelliste, je suis poète, je suis romancier. Vous avez la sensation d'avoir apporté quelque chose? Mais c'est à vous de savoir si j'ai apporté quelque chose. C'est pas à moi. Ça serait de ce qu'on appelle de l'infantuation, une manière de me vanter. Mais vous qui m'avez observé, quand je ne serai plus, mais quand je suis, c'est à vous de dire, voilà ce que cet homme a apporté à son pays. Ce n'est pas à moi de le dire. Ça ne se fait pas. Je pense que les organisateurs d'ici, là, eux l'ont fait. Ils ont dit que vous avez apporté quelque chose à la culture en vous distinguant. Et là, ils vous ont récompensé pour votre œuvre au Bad pour Moya. Est-ce que vous pouvez nous dire la trame en fait de ce livre-là? Au Bad pour Moya, j'avais déjà dit. Au Bad pour Moya est une histoire d'amour entre une internaute et moi. Une histoire vraie?
Une histoire réelle, oui. Une histoire réelle, une dame brillante. On s'est rencontrés sur les réseaux. J'en étais tombé amoureux. Elle aussi, je pense. On s'est écrit des lettres d'amour. Chaque jour, on s'échangeait au moins 20 SMS sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et puis, ça a duré à peu près 10 mois, 1 an. Et puis, un jour, le hasard a voulu qu'on se rencontre. On s'est rencontrés. Qu'est-ce que vous avez fait la première fois que vous l'avez rencontré? C'était la première fois que j'ai rencontré. C'était sur les réseaux. Oui. Oui, il y a des La femmes première avec fois, lesquelles oui. je cours depuis 5 ou 6 ans, même parfois 10 ans, je ne les ai jamais vues. Qu'est-ce que vous avez fait la première fois que vous avez rencontré Mouya? Quand je l'ai rencontrée... C'est une anecdote. Oui, mon cœur a sursauté, bien sûr. Oh, je l'ai accueillie avec un bouquet de fleurs. Elle était fascinée, j'étais très bien habillé. Ah, c'était une rencontre provoquée. C'était une rencontre organisée? Organisée. Non, elle est venue, elle ne vit pas ici. Elle est arrivée en Côte d'Ivoire. D'accord. On s'est rencontrés. D'accord. On s'est rencontrés. Bon, Donc c'était organisé, parce que Oui. s'il y avait le bouquet de fleurs, ça veut C'est dire ça, qu'on avait c'est prévu. Ah On oui, l'attendait. oui, non, mais c'était pas fortuit. Je l'ai invité dans un restaurant de la place. D'ailleurs, je me rappelle que c'était extraordinaire. Je lui ai donné le bouquet de fleurs, je l'ai prise par la hanche. Elle dit, mon Dieu, pour quelqu'un qui dit qu'il est discret, monsieur Kofi, vous y allez fort. Vous n'êtes pas timide. Pas timide. On a rigolé. Et puis, on s'est rendu compte que beaucoup de choses nous unissaient, sauf l'amour, en réalité. Voilà, nous étions des gens, elle m'avait un estime, moi aussi j'avais un estime, on n'était pas fait pour sortir, mais ça a été une histoire d'une très très belle amitié. Il n'y a pas eu de coup de foudre, mais finalement, ce coup de foudre... Oui, après, il y a eu quelques mésententes quelque part, et puis on a arrêté de s'écrire. Et puis j'étais là, j'ai dit, mais mon Dieu, pendant une année, vous avez échangé de très beaux textes poétiques. Qu'est-ce que tu fais de ça? On ne va pas garder ça dans la mémoire d'un computer. Rassemble-moi tout, j'ai rassemblé, je vous dis, c'est au moins plus de 250 pages. J'ai pris les meilleures parties, j'ai fait les agencements et j'ai publié Obad pour Moya. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui? Est-ce qu'elle a lu ça? Est-ce que vous l'avez partagé? Elle a Quelle est lu. sa réaction? Elle a lu. Je lui ai Elle s'est donné- relue aussi. Je lui ai demandé, Oui. mais qu'est-ce que tu en penses? Elle ne m'a jamais répondu. Ah, Et comme je ne sais pas que ça a fait. Mais moi, ce que je veux comprendre, c'est que cette histoire, elle commence par une histoire d'amour, et puis elle bascule dans une histoire d'amitié. À partir du moment où vous voyez. Oui, à partir de moi, oui, mais ça m'a permis, dans mon introduction, de dire aux gens, c'est la grande différence entre le virtuel Virtuel, et la Tout à réalité. fait. Comprenez? On croit que très souvent, on s'aime parce qu'on a échangé 2 mots d'amour. I love you, oui, je t'embrasse. Ça, c'est mon exercice que tu mets. J'en reçois peut-être 20 ou 30 par jour. Et vous en faites aussi? Moi aussi, j'aime bien ce jeu-là. J'aime bien ce jeu avec les femmes. On s'échange des mots doux. Écoute, il vaut mieux s'échanger des billets doux plutôt que de s'échanger des injures. Ça, Vous êtes dans un pays de sauvages comme la Côte d'Ivoire, bien en Afrique, où les gens passent le C'est temps à fort se dit. battre. Les rares fois où vous avez des échanges sur l'amour, mais il faut y aller. Oui, mais monsieur Tibius, vous ne pouvez pas dire ça de l'Afrique. Il y en a qui ne sont pas en Afrique qui continuent de se battre en ce moment. Ce sont les sauvages. Ils ne sont pas moins Donc des c'est partout sauvages. pareil. Les Voilà. Beatles disaient make love and not war. Faites l'amour et non la Mais, guerre. Monsieur Kofi- La valeur suprême chez moi, c'est l'amour. l'amour. Mais- J'adore le jeu de l'amour sur tous ces plans. Est-ce qu'on peut j'adore. dire que vous êtes amoureux de l'amour? Parce que je suis amoureux de l'amour. Vous aimez tout ce qu'il y a autour de l'amour, mais peut-être pas la réalité après. Je veux dire, la routine. C'est peut-être ça qui a fait que vous Oui, n'allez pas... Bon, j'avoue que je n'ai pas le temps de me consacrer non plus à une femme. Exactement. J'ai beaucoup de choses à faire. Très bien. J'aime bien. Les étincelles du début. J'aime bien ce côté ludique, Oui. platonique. D'ailleurs, c'est le plus beau moment de l'amour quand c'est platonique. Les débuts. Permettez-moi de vous sortir de votre jeu d'amour. Ouais, c'est parce qu'on Mais rentre dans c'est une ça. c'est pas si Non, gentil, c'est hein. évident. J'ai même envie de lui demander de lire juste quelques vers du poème qui lui parle le plus dans Obad. Mais vous avez ça aussi avec vous? Vous avez ça pour que je Je puisse reviens lire? à ma question. Oui, ça Permettez-moi revient. de vous sortir de votre jeu d'amour parce que j'ai une question beaucoup plus technique. Vous n'avez même pas un seul de mes livres ici Mais pour que si, je on puisse l'a lire. Si, justement, on les monsieur a le juste pas sur le plateau. Voilà. C'est ça. Mais- Pas sur le plateau. Alors, je vais revenir à quelque chose de plus technique. Aujourd'hui, en matière de littérature, dans quel courant vous vous situez? Est-ce que vous avez un style particulier que vous souhaitez promouvoir? Vous avez un courant particulier dans lequel vous vous retrouvez? Comment définir votre style d'écriture, Tibius Kofi? C'est pas à moi de le faire. Vous savez, l'écrivain est différent du critique. La critique est une activité d'ordre scientifique et qui se propose d'analyser le texte, d'analyser la création.
Le critique est un observateur neutre, d'une manière générale. Mais l'artiste crée avec ses émotions, avec ses idées, et ces deux activités qui ne sont pas toujours compatibles. Mais il y a un Mais les style. artistes Il y en a peuvent qui sont parler de leur retrouvés art, dans, hein. voilà, dans du romantisme, il y en a qui sont retrouvés dans du réalisme. Vous dans... Non, écoutez, je suis d'abord avant tout un prof de lettres. Donc j'ai enseigné tous ces mouvements littéraires qui m'influencent forcément. Vous trouverez du romantisme chez moi, tout comme vous trouverez du surréalisme, tout comme on trouvera aussi du surréalisme. Je suis habité par toutes ces influences. Au stade où j'en suis, vous comprenez, j'ai lu, je pense, la plupart des grands auteurs de ce monde, qui s'appelle Albert Camus, qui s'appelle Sénèque, qui s'appelle Homère, qui s'appelle Jean-Paul Sartre, ou Langston Hughes, ou Haiku et Arma, ou Dostoevsky, ou Tolstoï, ou Maxime Gorky, Leclésio. On en a lu, c'est des milliers. Donc, tous ces courants, je les porte à moi, en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire de la situation du livre en Côte d'Ivoire? Est-ce que les Ivoiriens sont portés sur la lecture, sur le livre, sur l'écriture? Aujourd'hui, c'est quoi? J'ai une amie qui s'appelle Judith Abondio, et elle a dit, on dit que les Ivoiriens ne lisent pas. Si, ils lisent, hein. Ils lisent la Bible et le Coran. Ça, c'était pour rire. C'était pour rire. Ah oui, en plus, c'est vrai. Et ils lisent sur Facebook aussi. Oui, sur Facebook. Oui, mais toujours, c'est des versets bibliques. Thessaloniciens 15:8, Timothée 2:3, c'est leur habitude, ça. Je vous promets que même à l'église, on dit aux gens qu'ils ne lisent pas toujours la Bible aussi. Si ça peut vous rassurer. Bon, alors, vous demandez l'état de la santé de la littérature. C'est ça, en Côte d'Ivoire. Ah oui, c'est florissant aujourd'hui. C'est incroyable. On assiste à une sorte de bouillonnement. Est-ce qu'il est intellectuel ou bien est-ce que c'est purement de la graphomanie, c'est-à-dire la maladie de l'écriture qui habite certaines personnes, ou alors le fait qu'aujourd'hui, le numérique permet de publier facilement. Oui. Beaucoup de jeunes auteurs aussi, d'aujourd'hui, s'auto-éditent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas passés par les centres de validation que sont les comités de lecteurs. Aujourd'hui, tout le monde est devenu absolument écrivain. Alors, tout Mais le là, monde écrit, parce que tout le monde lit. C'est ça, parce que là, vous parlez plutôt du côté des auteurs, des écrivains et tout ça, mais pour les On consommateurs. parle de la littérature. Oui. Bon, maintenant, est-ce que les gens lisent? Je ne suis pas dans l'intimité des gens. Mais ça fait plaisir. Moi, j'ai été agréablement fasciné de voir des dizaines, des centaines de jeunes gens venir Aussi acheter là. mes poèmes. Je leur dis, mais vous lisez? Ils disent, oui, monsieur, nous adorons ce que vous écrivez. Et ils achetaient. Pourquoi douter du fait qu'ils lisent? Il y en a qui me font des comptes rendus de lecture. Ah, monsieur Kofi, j'ai lu telle phrase, vraiment, elle m'a marqué. Qu'est-ce que vous le dites par là? On continue nos enseignements sur les réseaux Et qu'est-ce que vous sociaux. ressentez à ce moment-là? Qu'est-ce que vous vous dites? Pardon? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Qu'est-ce que vous vous dites quand on vous fait des comptes rendus d'œuvres qui ont été lues comme ça par la Une jeunesse? forme de fierté. Alors, oui, mais de satisfaction de savoir que, contrairement à ce qu'on pense, cette jeunesse est attentive à nos discours. Elle est attentive à ce qu'on fait. Elle est attentive à ce qu'on pense, à ce que nous écrivons. C'est pour cela que nous devons les encadrer de plus près et faire attention à nos discours. J'ai mon côté ludique, j'ai le moment où j'aime bien m'éclater, rire, mais j'ai aussi mes grands moments de sérieux, où je reçois les étudiants chez moi, je leur donne un encadrement comme le faisait mon maître. Mon maître avait initié ce qu'il appelle les universités populaires. Il était des jours où il n'y avait pas cours à l'université, où il recevait les étudiants, les chercheurs, où il leur donnait son savoir, comme le ferait Socrate, par exemple. Donc voilà, fonctionnons comme ça. Monsieur Tibur Scofier, vous regarde quelques secondes, on marque une pause, on vous retrouve juste derrière pour la suite. On est sur le plateau du Live Talk. Hein. C'est avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir qu'on a sur notre plateau ce soir Monsieur Tiburce Kofi, journaliste, enseignant, écrivain et peintre. Non, Gribouilleur. Mathilde Moreau va te fâcher. Gribouilleur. Un artiste pluridimensionnel. Ben, exactement. Monsieur Tiburce Kofi, on est un tout petit peu habitué à vos sorties, à vos coups de gueule. Est-ce que justement, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que vous n'êtes qu'en fait qu'une grande gueule en fait? Une grande gueule. On dit aussi que je suis une grande plume.
Oui, on dit aussi que j'ai de jolis doigts. Je pense que je ne suis pas un Vous maniez bien la guitariste guitare. maladroit. Je pense que je joue bien la guitare. Très bien, Vous savez, être un grand guitariste, mais je sais jouer la guitare. très bien. Donc ça aussi, on le dit de moi. Et puis, on dit aussi de moi que je suis un grand cœur. J'aime les gens, j'aime la vie, j'aime les amis, j'adore rire, j'adore m'amuser, j'adore recevoir. Ma gouvernante est fatiguée parce que je reçois 3 fois par semaine. Elle dit toutes les 48 heures, elle est en train de faire la cuisine pour recevoir. Mais qu'est-ce qui vous fâche? Qu'est-ce qui vous fâche en ce moment? Qu'est-ce qui me fâche? Oui. Le crétinisme, les gens ignorants qui croient qu'ils savent tout, les gens insolents, les gens qui manquent de respect, d'éducation, et l'indiscipline, c'est une chose dont j'ai horreur, c'est l'indiscipline. Je supporte pas, j'ai fait l'armée, je ne supporte pas l'indiscipline. On ne peut redresser un pays que dans la discipline. Ce n'est pas pour rien que les pères fondateurs de ce pays ont eu comme devise union, discipline, travail. Regardez, depuis que le président Oufo est mort, les gens qui lui ont succédé, comment ils ont laissé le pays dans le désordre, sauf celui qui vient d'arriver. Je suis désolé, ce n'est pas la politique que je fais, mais je dis que celui qui vient d'arriver, M. Ouattara, est un homme qui a su montrer aux Ivoiriens, d'indiquer aux Ivoiriens le chemin de la discipline, du travail, de l'effort. C'est ça un pays. On construit un pays avec ça, avec ces valeurs-là. Je déteste le désordre, je déteste l'indiscipline, je déteste l'insalubrité. Alors justement, quand vous en parlez, ça nous permet d'aborder, certainement avec Élysée, la question de vos rapports avec les hommes politiques. Vous en parlez, vous parlez globalement. Qu'est-ce que vous leur dites? Quels sont vos rapports avec eux? Et si vous en avez, qu'est-ce que vous échangez? Est-ce qu'ils vous écoutent? Mon rapport avec le politique, il ne va rien, mais on écrit tout un essai ou bien un roman là-dessus. Je les connais presque tous, je les ai presque tous pratiqués. Il y a eu un moment où j'étais tellement déçu de la politique ivoirienne que j'avais décidé de ne plus jamais en parler. J'ai même fait une vidéo quand j'étais en exil à Paris pour leur dire « Enlevez mon nom dans vos business ». Bon, mais aujourd'hui, Vous avez rallié un parti politique? en plein révisionnement. Vous avez rallié un parti politique récemment? Oui, depuis samedi, je suis un militant officiel du RHDP. Est-ce que c'est pas ce qui justifie justement cette déclaration selon laquelle celui qui vient d'arriver? Vous oubliez quand même que j'ai mené campagne pour M. Ouattara de 2009 à 2011. Vous oubliez que j'étais au front à Paris, sur les chaînes de télévision et de radio. C'est même, on ne comprend même pas pourquoi est-ce que je n'ai pas adhéré au RHDP depuis longtemps. Je suis le père fondateur du MNH, Mouvement pour le néo-fautisme, créé depuis 2007. Peut-on être l'inspirateur du mouvement pour le néo-fautisme et puis ne pas être oufotiste? J'ai mené campagne pour tous les oufouettistes. J'ai mené campagne pour Charles Konabani, dont j'étais le conseiller spécial à la culture. J'ai mené campagne en France pour M. Alassane Ouattara sur les antennes de radio et de télévision. On a vu Tibis Kofi au front. Donc je l'ai toujours fait. Bon, en 2014, on s'est chambé un peu parce que je leur ai dit non à l'appel de Daouko, ils sont tout fâchés contre moi. Il y a eu des mais bisbilles. aujourd'hui, ils reconnaissent que j'avais raison. Mais ils ont honte de le dire. Mais dites aux Ivoiriens, Tibus avait raison, l'appel de Daouko, c'était une erreur. Ça nous a provoqué des guerres, des gens qui ont été tués. Mais j'ai écrit ça dans mon livre. Ça va déboucher sur ça. On n'en est pas là aujourd'hui. M. Ouattara, M. Bédié ne s'entendent pas. J'espère qu'ils vont s'entendre parce que je sais que M. Ouattara fait même beaucoup de démarches pour régler la question entre lui, la question de relationnel entre M. Bédié et lui. C'est une bonne Je veux revenir sur un point. Je veux revenir juste sur un point pour parler de littérature, parce que c'est important quand même que la littérature ait un lien avec le développement du pays, tant sur le plan de l'éducation, de la jeunesse. Non, c'est pas nécessaire. Mais donc, pourquoi c'est pas nécessaire. Mais le but d'un poète, c'est pas d'inviter les dirigeants à faire du développement. Pas inviter les dirigeants nécessairement, mais quand même, un écrivain a une empreinte qu'il laisse quand même sur toute une génération. L'écrivain, d'abord et avant tout, est un rêveur. C'est un rêveur qui vous propose un monde merveilleux. Un monde qui n'existe pas ici, mais un monde qui fait partie de l'idéal et de l'idéal. Nous sommes là pour proposer aux gens du rêve, comme les cinéastes. Comme vous autres aussi de la télé. C'est un vendeur d'opium. On le vouliez ou non, mais un vendeur d'opium. Mais que vous le vouliez. Oui. Parce que souvent, pour citer la religion, c'est l'opium du peuple. Vous faites rêver?
Oui, Mais même au-delà pas de faire d'opium. rêver, au-delà de faire Je rêver, critique contre ces drogues-là. au-delà de faire rêver, pour terminer, quand même, quand on écrit, on a des personnes qui nous lisent. Et ces personnes qui nous lisent sont influencées quelque part. Donc vous avez le pouvoir, en tant qu'écrivain, de changer les mentalités de génération. Ou non, ça ne vous intéresse pas? D'abord, on écrit pour faire plaisir, pour proposer des idées, pour se faire plaisir à soi, pour se soigner, proposer aux gens la possibilité de monde meilleur. C'est parce que nous avons disqualifié ce monde-là que nous écrivons. Si j'étais content de ce monde, je n'aurais pas écrit. Bon, donc je vous propose dans mes livres un monde meilleur. Comment il peut y parvenir? On peut aussi en parler, mais ce n'est pas pour le développement. Le développement, c'est quelque chose de trop matériel. Le développement vous installe dans l'immédiateté. Nous, on écrit pour demain, pour 50 ans, 100 ans, parfois 2000 ans, des choses qui n'existent pas. Quand Jules Verne écrivait le Nautilus, ça n'existait pas. C'est à partir de son livre qu'ils ont créé le sous-marin. Quand George Orwell écrivait 1984, 1984, au cours des années 30-40, il prévoyait ce qu'on appelle le télécran, qui est l'ordinateur aujourd'hui. Il voyait l'avènement d'un monde dans 50 ans où il y aurait des ordinateurs, c'est-à-dire des petits appareils qui vous filment à tous les coins de rue. Il a même prévu un moment où la machine va interpréter vos rêves. Ça serait fait pour les Après, vous allez nous dire, monsieur Kofi, tout à l'heure, comment vous imaginez la Côte d'Ivoire dans vos rêves? Ce serait bien, j'aimerais bien savoir comment vous l'imaginez dans 20-30 ans. Elisa a une question pour vous. Oui, moi je voudrais revenir sur vos rapports avec les hommes politiques. Ah oui, les hommes politiques. Oui, les hommes politiques. On sait que vous avez été aussi un collaborateur du président Gbagbo. On sait aussi que vous avez été, comme vous-même vous l'avez si bien dit, avec un défenseur farouche du président Ouattara, même s'il y a eu des brouilles en 2014. Pas farouche, défenseur. Bon, un défenseur du président Ouattara, Oui. si je vous le concède, il n'y a pas de souci. Mais il y a eu des brouilles. Vous nous avez donné les raisons de cette brouille, mais vous ne nous avez pas dit comment il y a eu le dénouement. Donc on serait vraiment intéressé que vous puissiez nous dire qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté Gbagbo pour M. Ouattara et qu'est-ce qui a été à l'origine, ou du moins comment s'est fait votre réconciliation avec M. Ouattara. Si je peux le dire. Je savais bien que cette émission cachait quelque chose de louche. Vous m'avez bien dit que c'était la littérature. Tout est clair. Non, je ne veux pas tout. Mais c'est dans le livre. Vous avez dit que c'est dans le livre, mais c'est Moi, j'ai rien à vous cacher. Je vous franc jeu. Mais non, Écoutez, ça cache rien. Je vous dis, je suis un écrivain. Vous voulez me connaître, lisez mes livres. Pourquoi refusez-vous de lire mes livres? Non, il n'y a aucun refus. Ensuite, aujourd'hui, on vous a dit que je suis le plus grand écrivain de ce pays. Donc, commencez à lire mes livres. Pourquoi je me suis séparé de M. Gbagbo et d'une manière générale de tous mes camarades de la gauche? Je l'ai expliqué dans mon livre Côte d'Ivoire, l'agonie du jardin. Je fais partie d'une génération qui a combattu farouchement Félix Houphouët-Boigny. J'ai fait la prison pour ce combat. Nous avons nourri des idées, on s'est dit que ces gens du PDCI ne valaient rien. Et quand on va arriver au pouvoir, voilà ce que nous allons apporter. On est arrivé au pouvoir, nous avons gâché ce pays. Je n'étais pas content d'eux. Nous étions censés être des hommes de gauche. On a même dit qu'on renoncerait à la richesse, qu'on allait vraiment être des gens simples, qu'on allait vivre comme le peuple, dans le peuple, parmi le peuple. À moins de 2 ans, les châteaux poussaient. Les deux tout le monde font n'importe quoi. Non, je n'étais pas content d'eux. Il y a eu un moment où j'ai écrit à monsieur le président de la République, M. Laurent Gbagbo, je ne me sens pas bien dans cette politique, je ne me retrouve pas. Et je suis parti. Ce n'était pas la première fois que je quittais quelqu'un. En 1997, j'étais membre du bureau politique de l'USD, du professeur Zadi Zaourou. J'étais en pleine période de la guerre contre l'ivoirité. Mon maître ne protestait pas, il était au sein du gouvernement de M. Bédier. Je n'étais pas content, je lui ai adressé un courrier. Il dit, je m'en vais, je ne me sens pas dans cette politique, je suis parti. Je suis un homme libre, j'ai toujours voulu affirmer ma liberté. On se le dit. Donc, j'ai quitté M. Gbagbo parce que je ne me sentais pas dans la politique. Pour moi, on avait trahi le peuple ivoirien. On avait promis, ce peuple attendait de nous, même si on ne pouvait pas lui apporter le progrès, mais un peu de paix. À peine on arrive, nous sommes dans la guerre, nous sommes dans les cris, nous sommes dans le clabaudage, on était dans le bruit, on était dans la musaille, les jouissances paresseuses. On nous donne un pays à diriger, on s'amuse, un petit coup d'État, fomenté par moins de centaines d'individus, ça divise le pays. Non, on n'est pas fait pour diriger le pays. Il faut diriger pendant 33 ans. Personne n'a pu le diviser. Ouattara sera là pendant plus de 30 ans. Personne ne réussit à diviser la Côte d'Ivoire parce qu'il s'est veillé sur un pays. Voilà donc ce que j'ai reproché à mes camarades et je suis parti. Donc qu'est-ce que vous voulez savoir encore d'autre? On va revenir au J'ai travaillé avec Chakona Bani. Chakona Bani, c'est un monsieur que j'aimais beaucoup. Un bon intellectuel, un monsieur brillant. Il n'était peut-être pas fait pour la politique. Il portait un peu de mon âme. Ou alors je portais un peu de son âme. J'étais un artiste.
Il aimait la guitare. Tous les soirs, il aimait me recevoir chez lui. Je prends ma guitare, je joue et puis il chante. Il m'appelait maestro. Il adorait ça. C'était un monsieur délicieux. Il est mort, paix à sa mémoire. J'aimais beaucoup ce monsieur. Qui d'autre encore? Monsieur Alassane Ouattara. Oui. Comment ça s'est le dénouement? Oui. J'ai sollicité une audience avec l'aide de l'ambassadeur Gomis qui est décédé, paix à son âme. Ambassadeur de France, de Côte d'Ivoire en France. Il est venu me voir pendant que j'étais en exil. Tibius, qu'est-ce qui se passe avec le président? Pourquoi tu es ici? Je lui ai expliqué. Il dit, je pense qu'il y a eu des incompréhensions. Est-ce que tu as accepté de rencontrer le président s'il est de passage à Paris? Il n'y a pas de problème. Le président était de passage, on m'a appelé. D'ailleurs, j'étais même en Picardie. Le président est là, mais il veut te voir. Bon, je suis arrivé à Paris. On s'est rencontrés. C'est la première fois que je voyais M. Ouattara. Je ne l'avais jamais vu. J'ai mené campagne pour cet homme sans le connaître. Les gens écrivent n'importe quoi. M. Ouattara l'entretient, il vit des potes de M. Ouattara, il est allé faire une politique du ventre. Je ne l'avais jamais vu. J'ai battu campagne pour M. Ouattara sans le connaître. J'aimais les idées, j'aimais sa manière, j'aimais sa prestance. J'ai mené campagne pour lui. On s'est rencontrés, on a discuté. Il m'a même dit, on m'a trompé. On m'a fait croire que nous, à l'appel d'Aoukro, vous vous attaquiez à moi. C'est plus tard que mon service de communication m'a dit, non, c'est un livre qui est à ma faveur. Ce livre était en sa faveur. J'ai écrit dans ce livre, n'acceptez pas l'appel d'Aoukro pour gagner cette élection sans passer par M. Bédier. Il est en train de vous piéger. Les gens sont allés lui dire que je l'ai insulté. Donc voilà, il m'a dit, vraiment jeune frère, j'ai besoin de toi au pays. Arrête l'exil, c'est pas bon pour toi. C'est déjà difficile. Quand je me suis retrouvé en exil à cause de M. Bédier, j'ai eu à souffrir. Et pourtant, j'ai les moyens. C'est pas toi qui n'as pas de moyens qui va te mettre à rester ici en France dans les difficultés. Il faut rentrer, j'ai besoin de toi. Un chef d'État te dit ça avec toi en toute humilité. Et moi, je dois continuer à jouer au brave. Ah non, je ne veux pas, mais pourquoi? Mais pourquoi? Monsieur par respect, je suis rentré. Monsieur le problème là? Rapidement. Vous avez dit dans vos propos, Monsieur le Président Alassane Ouattara, même 30 ans, vous le voyez diriger ce pays. Après, non, c'est à titre d'exemple. Mais bientôt 2025, est-ce que vous voyez une alternance possible au sein du RHDP où vous voyez toujours Monsieur Ouattara je ne vois pas d'alternative. Se présenter, au niveau de toute la Côte d'Ivoire, je ne vois pas d'alternative. Aucune alternative. Mais que veulent les Ivoiriens? On va se taper encore Bédier ou Gbagbo? Mais enfin, vous n'avez pas d'ambition. Oui. Soyons quand même sérieux. Moi, je ne vois pas d'alternative. Je n'en vois pas. Alors, plutôt que de rester là à écrire mes poèmes au sein de la jeunesse du RHDP, je le rejoins et on va tenter de faire quelque chose. Okay. Aussi simple vous ne voyez pas d'alternative, il n'y a que... Au sein du RHDP. Au sein du RHDP, dans toute la Côte d'Ivoire. Non, même au niveau de tout le pays, moi, je n'en vois pas. Je n'en vois. Montrez-moi le leader qui est capable de prendre cette Côte d'Ivoire et de continuer le travail qui a été fait. Qui aujourd'hui vous avez mémoire? Dites-le sur ce plateau, dites-le. Mais vous voyez qui? Vous devez me poser des questions. Moi, si je vous Non, vous êtes l'invité, monsieur Tiros. Mais je ne pas me poser des questions. Vous êtes l'invité du jour. Vous posez aussi des questions. Alors, mais justement, moi, je n'en vois pas. Questionne. Vous savez, j'avais dit, un jour, j'ai écrit, après le président Ouattara, c'est peut-être Madame de Dominique Ouattara qui pourrait diriger. Alors, le président m'a dit à Paris, il dit, mais jeune frère, pourquoi tu voudrais que ce soit Dominique qui me succède? je me suis bien rigolé. On me parle de... Il n'y a personne à part M. Ouattara dans votre... C'est pas parce qu'il n'y a pas d'intelligence pour diriger un pays. Mais les cadres... Faire la politique, c'est autre chose. Il y a des gens brillants, d'accord. On m'a parlé, on peut le dire, on m'a parlé par exemple de Tidiane Thiam. Ouais. Tidiane Thiam n'a jamais dit qu'il est candidat. Tidiane Thiam n'a jamais dit à un Ivoirien qu'il est candidat. Voilà 20 ans que Tidiane Thiam qui est de la Côte d'Ivoire, qui n'est jamais venu ici. Est-ce qu'il vous a dit qu'il veut le faire? Mais pourquoi voulez-vous que moi je parie sur quelqu'un qui ne m'a pas dit qu'il est candidat? Si M. Bani avait été vivant, oui, j'aurais peut-être parié sur M. Bani. Et je suis sûr que M. Charles Koné Bani aurait pu apporter quelque chose. C'est bizarre. Lui et Alassane Ouattara ont le même parcours. Le même parcours, les mêmes amitiés. Et quand j'écrivais sa biographie en 2015, il me disait que ça faisait 42 ans que lui et M. Ouattara se connaissaient. Ce sont des amis, ce sont ses frères, ce sont son frère. À chaque fois que Ouattara quittait un poste, c'est Charles Koné Bani qui lui succédait à la BCAO.
Bon, Monsieur- donc peut-être lui, mais à part ça, moi aujourd'hui, je n'en vois pas. Très bien. En tout cas, c'est Ça a le mérite d'être clair. votre vérité. Vous l'avez partagé avec nous sur notre plateau. Monsieur Tibé Scofi, merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur notre plateau. On aura certainement, en fonction de votre emploi du temps, d'autres occasions de vous retrouver. On a d'autres occasions de vous retrouver en tant que journaliste, en tant qu'écrivain, en tant que Guitariste, musicien, Et en tant que en gribouilleur. tant que gribouilleur. Gribouilleur. C'est Oui, un- mais admettez qu'on n'a pas été sérieux. On m'avait donné un thème qui était vraiment la place des artistes, des artistes et la littérature dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Mais on vous êtes une mine de, beaucoup de choses. Donc du coup, on a voulu exploiter toutes les cordes de Vous votre. comprenez qu'on s'en voudrait de ne pas Mes vous poser ennemis cette vont question. Vous me êtes brocarder encore sur les réseaux sociaux demain. Non. Bon, moi, Mais je pense que vous aimez Merci bien beaucoup, ça. Monsieur Kofi. Merci Edith, merci Rayana, merci Élisée, ainsi qu'à toutes nos équipes techniques. On vous retrouve demain sur ce même plateau. Dieu veille sur vous, Dieu veille sur la Côte Allez, d'Ivoire. merci. Merci beaucoup.